Hello 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 les potos, c'est Coach Pao. Dans cette vidéo, on va parler du chapitre 249 de Blue Lock, le chapitre qui va te plonger enfin dans le match tant attendu Paris contre Bastard. La grande finale dont les 100 millions d'abonnés à la Blue Lock TV attendaient comme des oufs. Qui des duels Kaiser Shido, Rin Isagi sortiront vainqueurs. En tout cas, le décor est planté, tout le monde scrute leur écran, voir mon short pour découvrir les différents persos vus dans la double page du chapitre 248. Mais ce n'est pas l'info majeure à retenir, d'ailleurs il y en a 2 voire 3. On commence par la plus what the fuck, c'est le choix des joueurs dans le 11 du Bastard. On en a longuement parlé dans mon Discord et pour le COP et moi-même, rien, mais absolument rien, justifie le choix de conserver Grimm ou encore les défenseurs centraux. Car à la place de Grimm, mettre Yukimiya aurait été normal, sachant qu'avant le match contre le Ubers, Yukimiya c'est 84A. Grimm est en dessous avec 83A. Donc là, Noah se permet de changer ses propres règles, lui qui disait, chapitre 230, que ceux qui ont une meilleure note étaient sur le terrain. Bref, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi non plus qu'Hyorajin a été mis latéral gauche, tout comme Iori latéral droit. Et qu'en est-il de Kurona? Est-il toujours blessé ou juste mis sur le banc pour X raisons? De nouveau, et ce n'est que mon avis, cette formation, et il faut le dire, est incohérente. Même si tu vas me dire, oui mais t'inquiète pas, Noah a dit qu'il va faire tourner les joueurs. Certes, mais en tant que lecteur et lectrice, elle est incohérente, car nous n'avons pas eu la moindre explication sur le choix des joueurs. Je n'ai aucun souci à voir Yukimiya sur le banc ou à voir Hyorajin sur le terrain, mais on n'a pas eu une seule page dans aucun chapitre pour te donner un début d'explication. Pas la moindre explication de Noah. Je me plaignais par rapport au match contre le Ubers pour le manque d'explications sur le power-up de Isagi. Ici, on a exactement la même erreur des auteurs qui me donnent le sentiment qu'ils veulent à tout prix commencer le match, de peur peut-être de ne pas faire plaisir aux fans qui n'aiment pas les chapitres de transition hors terrain, mais qui sont pourtant extrêmement importants pour lancer les différents arcs narratifs. Ainsi, ce problème au niveau du 11 fut totalement éclipsé par 2 choses. La première, la réunion de Buratsuta devant le board de la FIFA, présentant les excellents chiffres et l'argent généré par la Blue Lock TV. On y voit un Buratsuta qui veut aller encore plus loin avec son projet, ce que le nouveau perso montré, le big boss du football mondial, semble d'accord si ça génère encore plus de profit. Le mot capitalisme est lâché, ce qui veut dire l'arrivée imminente d'une ligue fermée sous le système Blue Lock TV. Où la Neo Egoist League n'était qu'un test, on aurait donc après le mondial U20 une super ligue avec 20 clubs, notamment les clubs qui auront donné des primes au Blue Lock. Mais pas uniquement ceux dans l'équipe nationale, mais bien tous ceux qui auront des primes. Hiragi, Nishioka, etc. Tout le monde. Du coup, si on extrapole un peu, on pourrait imaginer que les Blue Lock seraient des joueurs de foot pro uniquement dans le système Blue Lock dirigé par Ego et Buratsuta. Et par conséquent, cela poserait donc le droit à ces joueurs de décider d'eux-mêmes de leur avenir. Pourraient-ils jouer dans un football professionnel au sein des championnats? S'ils ont des offres, qui sont leurs agents? Est-ce que Ego contrôle leur carrière? Toutes ces questions auront peut-être un jour une réponse, mais dans ma vidéo Blue Lock TV, le vrai plan des auteurs, j'avais théorisé l'idée que le Blue Lock était comme une arène où les joueurs sont comme des gladiateurs, uniquement là pour faire plaisir à une foule en délire, comme vu sur cette double page. Extrêmement troublant, n'est-ce pas? Et réfléchis à ça, si le business plan de la Blue Lock TV a pour objectif de créer l'attaquant du football égoïste, et que tout repose sur des abonnements, on est passé de 80 millions à 100 millions, et ça risque pas de s'arrêter, quel serait donc l'intérêt de découvrir ce joyau du foot trop tôt? Si on découvre le footballeur tant convoité, les abonnés partiront, n'ayant plus d'intérêt à rester abonnés. Or, ce n'est pas dans l'intérêt économique du projet Blue Lock. Ainsi, on pourrait donc avoir un clash entre un Isagi et les autres contre les instances dirigeantes du Blue Lock au nom de la liberté de décider de leur avenir, où jouer et pour qui, d'avoir un véritable droit de regard sur leur carrière. Et c'est à ce moment-là que le principe Battle Royale, Survival Game, dans ce centre fermé proche d'une prison, pourrait prendre tout son sens. Ce qui permet de rebondir sur l'autre info de fou furieux, Kunigami comme cobaye de Ego,
exemple concret d'un joueur sous la domination de Ego, ce qui rejoint l'idée que les joueurs ne sont pas libres, qui lui dit cash d'abandonner son ego pour n'être qu'un catalyseur pour les autres Blue Lock, notamment celui qui pourra prétendre au titre de numéro 1. Tu as peut-être vu mon short à ce sujet, mais en gros pour moi, ça me donne le sentiment que Kunigami fera la paire avec Isagi en attaque dans la sélection japonaise. Kunigami étant la copie physique de Noah, Isagi a le mental et l'analyse tactique de Ego, et que les deux ensemble pourraient former un duo qui correspondrait à ce à quoi l'attaquant ultime devrait ressembler. Le physique de Noah représenté par Kunigami et le mental de Ego représenté par Isagi. Je pourrais m'étendre sur le sujet, mais j'ai fait une vidéo sur la formule du GOAT du foot égoïste qui explique que Noah et Ego sont des pièces que Isagi va prendre pour sa propre formule. Enfin bref, tout ça pour revenir donc au chapitre 249 après ce long résumé où le kick-off a été lancé. En première page, on a les deux aces de Paris, Rin et Shido avec Isagi, histoire de te rappeler que le numéro 11 de la team allemande va avoir affaire à deux attaquants à plus de 100 millions de primes. L'enjeu est de taille. Évidemment, ça excite terriblement Isagi de faire face aux deux en même temps. Ses yeux s'enflamment et on voit ses pièces de puzzle, il est déjà en mode flow, te racontant que son objectif, comme je te l'avais théorisé, est bien d'être numéro 1. C'est sa soif, son originalité. Voir les propos de Ego, chapitre 247. Et quand on évoque son désir d'être numéro 1, on voit en bas de page les deux coachs, ce qui n'est pas anodin. Noël Noah est le meilleur joueur au monde, Ballon d'Or, le numéro 1 donc, tandis que Loki, la relève de la France, le rival de Noah en quelque sorte, a déclaré au chapitre 246, lui aussi, son désir de devenir le futur numéro 1, tout un symbole. Où la route des trois pourrait se croiser en toute fin de manga pour une finale de Coupe du Monde Japon-France, Isagi contre le duo Noah-Loki. Et dans cette guerre pour devenir le meilleur au monde, page suivante, on voit Ness et Kaiser qui a un regard bien différent que d'habitude. Fini le sourire en coin ou un comportement hautain, les auteurs montrent Kaiser avec un regard sombre, concentré, déterminé, avec une envie certaine d'en découdre et de prouver à tout le monde qu'il est le meilleur. Kaiser ne rigole plus, il va jouer sérieux. Tandis que Isagi se met direct sous métavision, ses iris ont déjà changé, le coup d'envoi est donné, Ness comme toujours passe le ballon à Kaiser, Rin et Shido montent sur eux pour leur prendre la balle, on peut voir que Charles reste immobile alors que Zantetsu et Karasu semblent en mouvement. Direct, premier duel, donc les auteurs partent sur du lourd, duel donc entre Shido et Kaiser, comme ce fut annoncé dans le chapitre précédent. Les deux se percutent, duel à l'épaule, un véritable clash physique pour savoir lequel des deux aura le ballon. Mais à ce petit jeu-là, Kaiser a plus d'expérience que Shido, et il finit par battre son rival du moment en se libérant de sa pression pour passer le ballon à Ness, tout en éliminant Shido par un joli move de feinte de corps avec sa vitesse. Je rappelle que Kaiser avait 91 en vitesse et 86 en dribble avant le match contre le Ubers. Au moment de la vidéo, on n'a pas eu les nouvelles notes. Pas étonnant donc qu'il domine Shido dans ce duel. Ness fait preuve de sa magie par le biais d'un gros plan sur son œil pour t'indiquer que lui aussi a l'air d'être déjà chaud. Contrôle de balle nickel, dépasse au millimètre, l'acolyte de Kaiser est là et ça se voit. Il lui envoie en pleine course une superbe passe longue, brossée, malgré la défense de Shido. Sauf qu'on y voit un corbeau dessiné, ce qui veut dire qu'Arasu Tabito est dans les parages. Toujours grâce à son intelligence de jeu, le milieu de terrain de Paris intercepte la passe avec son corbeau qui a ses serres sur le ballon. Lui aussi est déjà à fond dans ce match. C'est le message que les auteurs veulent te dire. Le rythme du match va être effréné, pas de temps mort, ni de round d'observation. La finale va être épique. Karasu, tout content du vol du corbeau, sauf qu'au même moment, c'est au tour de Kunigami, alias Kuni Broly, qui déferle comme un monstre sur le ballon et le dégage d'une puissance inouïe. Sur cette page, Kunigami a montré autant, voire plus, que dans tout le match contre le Ubers. C'est sûr, lui aussi aura son moment
et pourquoi pas sa revanche contre Shido. Le ballon vole dans les airs, survolant Raichi et les autres, ce qui donne une bonne raison à Zantetsu de montrer toute sa vitesse dans le but de récupérer en premier le ballon. Il te tape une pointe de vitesse incroyable qui laisse Grim, comme à son habitude, sans réaction. Implot. Seul Raichi semble avoir compris ce qu'il se trame et se met lui aussi en duel contre l'ancien de la Team V. Ça joue physique entre les deux. Raichi et Zantetsu se mettent en opposition l'un contre l'autre avec leurs bras s'accrochant à leur maillot. Gros duel physique où les deux finissent par toucher en même temps le ballon qui de nouveau n'est pas contrôlé. Ce qui t'amène à un nouveau duel Iori contre Tokimitsu où on peut voir Nanase débouler qui bénéficie de sa page ou plein de rage et de hargne, émotions qui vont certainement le caractériser dans ce match. Arrive les dents serrées, déterminé comme jamais, lui aussi déjà à fond car il joue sa vie pour une place dans les 23. Seulement 2 millions le séparent de la prime de Raichi. Je te l'avais dit depuis facile 2 ans, si tu me suis depuis cette époque, que Iori et Nanase, ayant eu ce moment de complicité avec Isagi chapitre 97, seraient importants dans l'histoire. Bref, il dégage avec une force étonnante, lui qui est le plus jeune joueur du Blue Lock. En tout cas, dans son geste défensif spectaculaire et acrobatique, il signe une passe pour Rin Itoshi, qui est stoppé net par une tête de Isagi sous Métavision. Alors, tu vas me dire, incroyable, dinguerie, Isagi fait autre chose qu'un geste défensif de la jambe. Il utilise sa tête. Oui, ça change, mais c'est pas nouveau. Il faut revenir au chapitre 47 où Isagi utilise sa tête pour contrer là aussi le tir de Rin lors du premier 3 contre 3. Il aura fallu attendre 201 chapitres pour voir ça. Dinguerie. Et non, le coup de boule avec Barreau ne compte pas au chapitre 209. En plus, pour te montrer que Isagi est chaud, décidément pas de round d'observation nulle part sur le terrain, il clash Rin avec une petite pique du style qu'il est un peu mou pour un numéro 1. Ce que n'apprécie pas Rin et lui dit de fermer sa bouche. Isagi tombe au sol et le ballon semble finir sa course en touche. Vu que personne d'autre, pas même Kiora ou Shido, ne semble être en mesure d'aller chercher le ballon. On peut voir que les commentateurs sont comme des fous avec ce début de match qui est déjà dans un rythme de dingue. En effet, on assiste à une vraie finale où ce chapitre a eu la particularité de nous présenter les principaux protagonistes du match avec leur duel. C'est donc un chapitre d'introduction qui part très fort. Duel entre Shido Kaiser, Karasu Kunigami, Raichi Zantetsu, Nanase Iori Tokimitsu et Rin Isagi. Et tout ce beau monde a une chose en commun, c'est qu'ils jouent déjà comme si leur vie en dépendait. Et ça, les abonnés à la Blue Lock TV le voient bien. On reconnaît le gamin du métro à Shibuya qui a l'air de vivre le truc à fond intérieurement, et la famille africaine qui kiffe ce début de match, la même qu'on a vu au chapitre 248. La dernière page est pour moi une ref à tous les films de western où le jeu de regard dans les duels au pistolet sont plus importants que le tir en lui-même, où chaque personnage se dévisage du regard pour marquer que c'est leur vie qu'ils mettent en jeu. La grande finale ou le grand final de cet arc est enfin lancé par ce début de match complètement fou. Le prochain chapitre devrait nous présenter Charles Chevalier avec potentiellement Kiora Jin, ou alors aurons-nous un chapitre avec un mini flashback? Quelle équipe va marquer en premier? Qui va s'asseoir sur le trône de numéro 1? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux ranger tes crampons. On se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories, de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi. C'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero. Allez, ciao.